Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rayon Rapide. Aujourd'hui, nous allons parler pour la première fois d'analyse non standard sur cette chaîne et donc commencer cette nouvelle série en parallèle de la série sur les fondements mathématiques ZFC. Donc on va faire une petite introduction historique pour expliquer c'est quoi l'analyse non standard, sachant que c'est une théorie assez récente qui a été développée en 1960 par Abraham Robinson. Donc c'est très très récent à l'échelle des mathématiques. Et on va expliquer en fait l'intérêt effectivement de cette théorie. Donc aujourd'hui c'est vraiment une introduction historique, rien de plus, pas tellement de mathématiques. On va peut-être en faire un petit peu, mais globalement c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en format plutôt diapo. Alors commençons. Alors au sommaire, au programme, nous avons en grand 1 un peu de mécanique, donc on va voir un peu les calculs qu'on peut faire en mécanique et dans lesquels on a besoin d'analyse, justement, et de dérivés. Ensuite, en grand 2, nous allons parler de lourdes critiques liées à comment la mécanique s'est développée chez Newton et chez Leibniz. En grand 3, nous allons parler d'analyse standard. Avant de parler d'analyse non standard, ça paraît assez logique finalement. Et enfin, pour le grand 4, on va parler des prérequis pour la suite de cette série de vidéos qui va voler assez haut et qui a besoin de beaucoup de prérequis, notamment en algèbre et en théorie des anneaux. Tout d'abord, faisons un peu de mécanique donc. Alors, si je me place sur la Lune, comme c'est le cas sur l'image à gauche, et que je lâche une balle, eh bien, je peux essayer d'observer son mouvement. On va observer une chute dirigée vers le sol, de fait donc une chute verticale dirigée vers le bas, et on peut s'amuser à placer sa position par rapport au temps. La distance au sol par rapport au temps, c'est ce que représente ce graphique ici. Donc ici, alors sur l'axe des abscisses, on a le temps, qu'on va dire en secondes, et ici, la hauteur du ballon par rapport au sol en mètres. Donc je lâche ici à t égale 0 à 2 mètres du sol, et j'ai une chute comme ça. Et on voit en fait, cette forme-là ici, en fait, c'est une parabole, et on voit en fait que plus le temps passe, plus le ballon se déplace rapidement vers le sol lunaire. Et la question qu'on peut se poser, c'est par exemple, à quelle vitesse il atteint le sol, ici. Le point rouge ici, c'est l'instant de la chute. Alors, à quelle vitesse il atteint ce point? Eh bien, tout simplement, on prend ce qu'on appelle la tangente à la courbe, c'est-à-dire la droite qui touche, qui effleure la courbe en ce point. On obtient donc une équation de fonction affine, finalement, ici, ce qui vaut y égale moins 2,56x plus 4. Et on en déduit la vitesse qui est le coefficient directeur de cette tangente, qu'on appelle en fait le nombre dérivé de la fonction en vert au point rouge. Et ce coefficient directeur ici vaut moins 2,56. Donc ça veut dire que la vitesse du ballon quand il touche le sol lunaire, c'est 2,56 mètres par seconde. Et le moins signifie que la vitesse est bien dirigée vers le bas, opposé à mon axe désordonné. Maintenant, on vient de voir donc ici le lien avec le coefficient directeur qui est en fait le nombre dérivé. Donc le nombre dérivé, qui est une notion analytique en mathématiques, est d'une importance capitale en mécanique. Il permet de définir donc, comme on vient de le voir, la vitesse, mais aussi l'accélération, et omniprésent en fait en physique en général. La dérivation, on la retrouve dans les équations différentielles, à la base de la physique moderne, et newtonienne particulièrement. Donc, voyons comment Leibniz, à l'époque de Leibniz, ont dérivé une fonction, par exemple ici la fonction carré, définie par f de x égale x carré. Eh bien, on imagine une variation infiniment petite dx, ce qu'on appelle un infinitésimal. Donc il faut imaginer ça comme un truc un peu bizarre qui est infiniment petit, mais pas nul. Un nombre infiniment petit, mais non nul. Eh bien, on va alors calculer la variation de f associée, c'est-à-dire que si je suis au point x, eh bien, je vais me déplacer au point x plus dx et mesurer la variation entre les deux. C'est-à-dire que je vais venir calculer f de x plus dx moins f de x. Et ça, c'est ce qu'on va noter df, pour dire c'est la variation de f. Eh bien, ici, dans notre cas, ça nous donne donc que df vaut x plus dx le tout au carré, moins x au carré. Je peux alors développer, à l'aide d'une identité remarquable, ce qui me donne le calcul suivant.
Donc ici, j'ai développé x plus dx le tout au carré par x carré plus 2x dx plus dx carré moins x au carré. Je peux simplifier les x au carré ici, et j'obtiens 2x dx plus dx au carré. Je peux alors diviser par dx, et j'obtiens 2x plus dx. Et là, selon Leibniz, dx étant infinitésimal, on est censé faire disparaître dx, et on obtient que la dérivée de la fonction carré au point x vaut 2x. Le nombre dérivé de la fonction carré au point x vaut 2x, et c'est en fait le bon résultat, hein, pour ceux qui connaissent leur dérivée. Alors, ça, je vous le déconseille de le faire en cours, parce que c'est un formalisme qui a été abandonné et rejeté des mathématiciens, notamment par le manque de rigueur. Que vaut dx finalement? C'est quoi dx comme objet mathématique? Eh bien, Leibniz ne l'a jamais défini proprement, Newton non plus d'ailleurs, et il y a eu de lourdes critiques concernant cela. En particulier, un certain George Berkeley, un évêque irlandais, les appelle les fantômes des quantités défuntes, The Ghosts of Departed Quantities. Et donc ça, c'était dans son traité The Analyst en 1734. Donc voilà, philosophiquement, c'est vrai que c'est assez bizarre, peu rigoureux de définir une sorte de morceau infiniment petit, sans dire explicitement, mathématiquement, ce que ça représente. Et Leibniz lui-même le reconnaissait d'ailleurs, donc voilà un extrait de sa lettre à Débos le 11 mars 1706. Et donc c'était en latin, j'ai traduit parce que je ne parle pas latin couramment. Donc ici, on voit que d'un point de vue philosophique, Leibniz ne postule pas davantage l'existence de grandeur infiniment petite que celle de grandeur infiniment grande. Donc pour lui, c'est seulement, comme il le dit ici, des fictions qui l'aident à calculer, comme on a fait le calcul juste avant. Il dit donc que c'est une pure invention de l'esprit et que finalement, ça n'a pas de penchant pratique finalement. Et il compare cela, et c'est assez intéressant, aux racines imaginaires en algèbre. Donc ce que nous, on connaît aujourd'hui comme les nombres complexes, les nombres qui peuvent au carré égaler des nombres négatifs, ce genre de choses. Parce que c'est vrai que dans la nature, ça n'existe pas, a priori. Et en fait, on se rend compte que c'est très utile pour faire des calculs, pour résoudre des équations polynomiales, ce genre de choses. Et donc, il compare les deux. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, puisque notre futur objectif, on le sait, aujourd'hui les mathématiciens, ils ont réussi à construire les nombres complexes qui contiennent donc les imaginaires de façon purement rigoureuse à partir de la théorie des anneaux. En fait, on prend les polynômes à coefficient dans R et on vient quotienter par l'idéal engendré par x carré plus 1. Bon, vous n'avez pas besoin de comprendre cela pour comprendre la suite de la vidéo, je vous rassure, mais c'est pour dire, on a réussi à concrétiser le fait d'avoir des nombres imaginaires, une structure parfaitement rigoureuse dans lesquelles les nombres imaginaires existent. Ça, c'est tout à fait possible. Nous, notre objectif dans cette série de vidéos, ça va être donc de faire la même chose, mais avec des infinitésimaux. Construire une structure qu'on va noter étoile R, les nombres hyper réels, dans laquelle on aura des infinitésimaux, des infiniment grands, et aussi les nombres réels usuels, les nombres classiques. Donc voilà, c'est ça notre objectif, notre futur objectif en tout cas. Mais bien, pour partir sur de bonnes bases, il faut connaître déjà l'analyse standard. L'analyse standard, donc, c'est l'approche qui va être développée par Augustin-Louis Cauchy, Bernard Bolzano et Karl Weierstrass, qui va en fait essayer de contourner la difficulté de définir proprement ce que c'est un infinitésimal. Ils vont donner de nouvelles définitions, par exemple à la limite d'une suite, à la continuité, à la dérivabilité d'une fonction, et même donc à la dérivée. Tout ça, donc c'est de l'analyse, ils vont le définir sans infinitésimaux, et tout se base sur une définition, celle-ci, la définition de convergence. Si j'ai une suite UN réelle et un nombre réel L, on dit que UN converge vers L si, pour tout epsilon strictement positif, souvent on l'imagine petit, il existe un certain rang grand N, à partir duquel, peu importe le petit n que je vais prendre plus grand que n, alors la distance entre mon terme UN et L va être plus petite qu'epsilon. C'est une très grosse définition avec beaucoup de symboles, mais globalement, ce que ça veut dire que si je prends un petit écart, aussi petit soit-il positif,
je peux toujours trouver un rang à partir duquel ma suite va être bloquée proche de L à un écart maximal d'epsilon. Ça ne s'écartera pas de plus d'epsilon. Et donc, c'est vraiment l'idée que ça va se rapprocher indéfiniment de L, et donc c'est notre notion intuitive de limite. Mais pour la définir proprement, bah, c'est assez difficile, hein, et effectivement, les infinitésimaux pourraient nous aider, en fait, hein, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, a priori, définir les infinitésimaux de façon propre, à l'époque, en tout cas, de Cauchy, Bolzano et Weierstrass. Donc il nous donne cette définition qui est aujourd'hui utilisée partout, dans tous les bouquins d'analyse, dans tous les cours d'analyse sérieux qu'on peut trouver en prépa, à la fac, ce genre de choses. Et donc toutes les définitions en analyse reposent plus ou moins sur ce genre de concept. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de quantificateurs dans les définitions en analyse ou dans les preuves, donc c'est le formalisme epsilon delta. Et donc voilà. Et justement, les nombres hyperréels sont là pour venir, en fait, contourner, justement, de revenir un peu sur nos pas et nous dire, ok, on a réussi à contourner la difficulté des infinitésimaux, mais est-ce que ça aurait pas été plus simple de définir directement les infinitésimaux de façon purement mathématique rigoureuse, et ensuite de donner les définitions version infinitésimale? Euh, mais en fait, la difficulté, c'était vraiment de définir les infinitésimaux, et c'est cette difficulté-là qui va tomber quand Abraham Robinson va définir les nombres hyperréels. Finalement, pour la suite de cette série de vidéos, on aura besoin de quelques prérequis, notamment d'algèbre. Tout d'abord, il faut savoir ce que c'est un anneau, ce que c'est un idéal et ce que c'est un corps, dans l'idéal, sans mauvais jeu de mots. Il faut aussi savoir ce que c'est un anneau quotient, un idéal maximal, une relation d'ordre. Et enfin, c'est plus pratique de faire de l'analyse non standard quand on a déjà vu l'analyse standard, pour vraiment comprendre l'intérêt, en fait. Parce que si on voit si on définit l'analyse de façon non standard, eh bien, effectivement, on pourrait tout baser là-dessus, mais avoir vu comment on fait les choses en analyse standard, bah, ça nous montre pourquoi l'analyse non standard, c'est vraiment cool, et ça permet de raccourcir les preuves, etc. Mais évidemment, le but ici n'est pas de... Comment dire que toutes les universités devraient se mettre à l'analyse non standard et que c'est ce qu'on devrait enseigner idéalement. Ici, le but, c'est un peu de remettre en question le cadre dans lequel on travaille. Les maths, c'est pas un truc figé, c'est pas du marbre, c'est pas ok, ce théorème est absolument vrai et puis basta. Non. Les maths, c'est de la recherche, de l'innovation, des découvertes, et c'est aussi des préférences personnelles. Donc j'aimerais partager avec vous mon goût pour l'analyse non standard et vous montrer pourquoi je trouve que c'est une théorie vraiment magnifique et qui est historiquement a une valeur absolument incroyable.